Un contraste brutal se dessine lorsque deux chiffres révèlent la fragilité d'un pays longtemps dépendant de ses parrains occidentaux et soudain prêt à renverser son orientation stratégique pour retrouver une marge d'action étouffée depuis des années. Sous la conduite d'une présidence déterminée, le Burkina Faso rompt progressivement avec les anciennes conditionnalités en s'ouvrant à Cuba et au Venezuela, deux partenaires soumis à des pressions internationales, mais capables d'offrir des compétences techniques que les programmes traditionnels n'ont jamais garanties avec constance. Que peut réellement signifier pour vous un tel repositionnement lorsque Ibrahim Traoré affirme que la souveraineté durable doit primer sur toute autre logique diplomatique imposée de l'extérieur? Une nouvelle configuration du pouvoir régional commence ainsi à prendre forme, discrète mais irréversible. Le tournant engagé par le Burkina Faso ne se limite pas à une révision superficielle de ses alliances. Il redéfinit les enjeux qui structurent l'avenir politique, économique et technique du pays. Cette réorientation ouvre une promesse centrale, un modèle de coopération capable de réduire les conditionnalités extérieures, tout en renforçant la capacité interne à décider et à planifier, un bénéfice déterminant pour toute nation confrontée à des fragilités structurelles persistantes. Dans cette perspective, l'intérêt principal réside dans la possibilité d'obtenir un appui moins dépendant des fluctuations politiques occidentales grâce aux compétences cubaines dans la santé préventive et à l'expertise énergétique vénézuélienne, toutes deux forgées dans des contextes de pression internationale. Cependant, le risque demeure réel. Choisir des partenaires sous sanction expose potentiellement le pays à des réactions diplomatiques ou économiques et impose une vigilance constante dans l'évaluation des coûts à long terme. Ce suspense stratégique constitue le cœur des enjeux actuels, car chaque avancée devra prouver qu'elle peut consolider la souveraineté sans créer de vulnérabilité nouvelle. Les premiers signes du changement n'ont pas surgi dans les discours officiels, mais dans une accélération diplomatique inhabituelle. En moins d'un an, le Burkina Faso a modifié la structure même de ses partenariats extérieurs. Cette rapidité, rare pour un État soumis à autant de contraintes, révèle un déplacement profond des leviers internes qui façonnaient jusque-là la politique étrangère du pays. Ce glissement met immédiatement en lumière un second repère chiffré. Près de 40% des pays africains demeurent dépendants de l'aide extérieure, un indicateur qui permet de mesurer le poids réel des contraintes que le Burkina Faso tente aujourd'hui de contourner. Dans ce contexte, la lecture de la trajectoire burkinabé exige de retracer la chaîne causale qui relie l'ancien modèle aux premières alternatives émergentes. Pendant des décennies, l'État fonctionnait selon une logique d'accommodement, accepter les conditionnalités militaires et financières imposées par les partenaires occidentaux en échange d'un soutien censé garantir stabilité et sécurité. Ce schéma a finalement généré son propre cercle vicieux, une dépendance prolongée, une marge de manœuvre réduite et une vulnérabilité accrue face aux chocs extérieurs. C'est précisément ce verrouillage qu'Ibrahim Traoré cherche à desserrer en misant sur des partenariats capables d'offrir des compétences plutôt que des conditionnalités. Le choix de Cuba répond à la fragilité du système de santé burkinabé. Celui du Venezuela vise les goulets d'étranglement énergétique. Chacun de ces axes répare une faille que les programmes traditionnels n'avaient jamais résolue durablement. Cette orientation soulève toutefois une interrogation stratégique. Réduire une dépendance historique pourrait-il conduire à en créer une nouvelle? Certains observateurs africains interprètent l'initiative comme une reconquête nécessaire d'autonomie, tandis que d'autres y voient un risque de substitution plutôt qu'un véritable affranchissement. Les premiers constats, encore modestes, montrent cependant une cohérence interne. Des équipes techniques ont été mobilisées pour tester la faisabilité des projets, analyser les failles héritées des anciens accords
et identifier les secteurs où les alternatives peuvent produire des effets tangibles. Ce travail préliminaire constitue la base d'un mouvement qui, bien que fragile, s'inscrit dans une logique cumulative. La compréhension du virage burkinabé devient plus nette lorsqu'on observe ceux qui le mettent en œuvre au quotidien. Les équipes techniques mobilisées autour de la présidence et chargées d'examiner la faisabilité des partenariats avec Cuba et le Venezuela. Leur rôle, souvent discret, constitue pourtant la ligne d'ancrage la plus concrète du changement actuel. Ces groupes ont commencé par cartographier les failles laissées par les anciens accords occidentaux, dépendance aux intrants importés, instabilité des financements, délais d'approvisionnement incompatibles avec les besoins nationaux. Ce premier diagnostic a servi de base pour redéfinir des projets cohérents, capables de répondre à des manques identifiés depuis longtemps. Le premier cas technique provient du secteur de la santé. Une délégation burkinabé a observé le fonctionnement des centres de formation cubains, réputés pour leur médecine préventive et leur capacité à maintenir des opérations constantes malgré des décennies de sanctions. Les échanges ont mis en évidence un avantage décisif, un appui fondé sur la compétence et la stabilité, là où les programmes conditionnels antérieurs subissaient des fluctuations politiques récurrentes. Le second cas touche au domaine énergétique. Des ingénieurs burkinabés ont évalué l'expertise vénézuélienne en gestion de ressources, un domaine où Caracas conserve une capacité technique robuste malgré la pression internationale. Cette compétence représente pour le Burkina Faso une option tangible afin de réduire les pénuries d'électricité qui freinent depuis longtemps plusieurs secteurs essentiels. Ces deux micro-études montrent que le mouvement engagé repose moins sur un geste politique que sur une tentative méthodique de corriger des défaillances structurelles. Elles rappellent aussi que tout pivot géopolitique doit d'abord se traduire en solutions concrètes. En jeu, la solidité réelle des alternatives. Le déclenchement du virage burkinabé ne s'est pas produit d'un seul geste. Il a commencé par une série de signaux internes, souvent discrets, qui révélaient l'essoufflement progressif du modèle traditionnel fondé sur les conditionnalités occidentales. Les premiers ministères concernés ont constaté l'inadéquation entre les besoins nationaux et les priorités imposées par les bailleurs extérieurs. Ces incohérences, longtemps tolérées, ont fini par s'accumuler. Elles ont produit d'un terrain fertile pour une remise en cause en profondeur. Les retards d'approvisionnement, les financements instables et les contraintes administratives formaient un ensemble trop rigide pour répondre à des urgences structurelles. C'est dans ce contexte que l'activation du changement est apparue possible. La phase d'intensification s'est ouverte lorsque les variations des programmes de soutien occidentaux ont été interprétées comme un avertissement stratégique plutôt qu'un simple accident diplomatique. Ibrahim Traoré a tiré parti de cette tension pour élargir le cadre de réflexion sur la souveraineté. Le problème ne résidait plus dans le manque d'appui, mais dans la dépendance à des mécanismes incapables d'assurer une stabilité durable. La présidence a alors déclenché une exploration méthodique des options disponibles, guidée par un impératif simple: identifier des partenaires capables d'offrir des solutions techniques concrètes et sans conditionnalité paralysante. La montée en intensité s'est accélérée à mesure que les premières pistes extérieures prenaient forme. Cuba et le Venezuela sont apparus comme des acteurs familiers avec la pression internationale et dotés d'une expérience utile dans des contextes contraints. Les échanges préliminaires ont mis en lumière des convergences inattendues, une volonté commune de travailler hors des modèles imposés et une capacité à maintenir des programmes opérationnels malgré les sanctions. Les discussions ont commencé dans la santé, l'énergie et la formation, trois secteurs particulièrement affectés par les limites du système existant. À ce stade, l'enjeu était encore prudent: tester la cohérence, vérifier la faisabilité et anticiper les implications internes.
Le moment du basculement s'est produit lorsque les premiers projets ont été validés. La proposition cubaine d'équipes spécialisées dans la médecine préventive a retenu l'attention pour une raison simple. Elle offrait une réponse directe aux failles du système sanitaire burkinabé. Dans le même temps, les spécialistes vénézuéliens, mobilisés pour étudier le réseau électrique national, ont identifié des solutions adaptées à des environnements sous contrainte. Cette double dynamique a produit un effet de levier. Elle a transformé ce qui semblait un repositionnement diplomatique abstrait en un ensemble de possibilités techniques concrètes. La perception interne a commencé à évoluer. Ce qui n'était qu'une hypothèse géopolitique est devenu un programme opératoire. La phase de Cao-Trao s'est manifestée lorsque les puissances occidentales ont observé l'évolution burkinabé avec une attention plus insistante. Les signaux diplomatiques ont gagné en fermeté. Les commentaires publics sont devenus plus directs. Certaines inquiétudes ont été exprimées sous forme d'alerte, d'autres par des pressions discrètes. Paradoxalement, ces réactions ont renforcé la conviction des décideurs burkinabés que reculer reviendrait à valider le cycle de dépendance passé. La direction politique a considéré que renoncer à la nouvelle trajectoire serait un aveu de faiblesse stratégique. La ligne choisie a donc été assumée. La Duchamp a commencé dès que les effets internes se sont fait sentir. La fonction publique a perçu le déplacement des priorités. Les débats se sont multipliés, oscillant entre optimisme prudent et inquiétude tangible. Certains partenaires africains ont suivi la situation avec attention, cherchant à déterminer si ce modèle pouvait réellement fonctionner. Les premières collaborations avançaient, sans garantie mais avec une cohérence nouvelle. En somme, tout reposait désormais sur la capacité de tenir le cap. L'évaluation du virage burkinabé gagne en précision lorsque l'on observe les transformations mesurables qui apparaissent entre la situation initiale et les premiers effets du changement d'orientation. Le point de départ est clair. Pendant des années, le Burkina Faso fonctionnait sous un régime d'aide conditionnelle, avec des programmes dépendant de financements instables et de priorités extérieures, souvent éloignées des besoins internes. Cette baseline explique la vulnérabilité structurelle du pays et la difficulté à stabiliser les secteurs essentiels, notamment la santé et l'énergie. Les alternatives recherchées auprès de Cuba et du Venezuela doivent être lues à partir de cette matrice d'origine, car leur intérêt réside précisément dans le contraste qu'elles introduisent. Le premier indicateur utilisé pour mesurer cette transition est celui déjà souligné dans plusieurs rapports régionaux. Environ 40% des pays africains se trouvent dans une situation de surendettement, exposés à des mécanismes d'aide qui renforcent la dépendance au lieu de la réduire. Cette proportion montre clairement que illustre un piège économique durable qui fragilise toute souveraineté réelle. Le second élément quantitatif provient du domaine sanitaire. Les programmes cubains de médecine préventive affichent depuis longtemps un taux de continuité opérationnelle supérieur à 80%, même en période de sanctions, ce qui constitue un contraste notable avec les interruptions fréquentes observées dans les programmes conditionnels financés par les bailleurs occidentaux. Ce niveau de stabilité indique que montre la capacité de Cuba à maintenir ses missions malgré les pressions. Un troisième repère concerne la fréquence des pénuries d'électricité au Burkina Faso, longtemps caractérisée par des coupures régulières affectant jusqu'à plusieurs heures par semaine dans certaines zones urbaines. Cette récurrence révèle que décrit un goulet structurel qui ralentit l'activité économique nationale. Ces trois chiffres ne prétendent pas mesurer la totalité du changement, mais ils donnent une première idée des écarts entre la situation initiale et les dynamiques naissantes. Le contraste essentiel n'est pas encore celui des résultats, mais celui des mécanismes. Les programmes cubains reposent sur un transfert de compétences, là où les anciens modèles dépendaient d'intrants importés et de financements fluctuants. Les discussions avec le Venezuela s'intéressent à la gestion technique de réseaux sous contrainte
alors que les approches occidentales se concentraient souvent sur des interventions fragmentées, limitées dans le temps. C'est ici qu'intervient la cohérence stratégique voulue par Ibrahim Traoré, qui cherche à intégrer ses contributions dans une logique cumulative plutôt qu'épisodique. L'objectif n'est pas d'obtenir des gains immédiats, mais d'installer des capacités qui réduisent, même légèrement, la vulnérabilité chronique du pays. Les premiers retours indiquent précisément ce type de glissement. Les équipes médicales formées aux méthodes cubaines commencent à stabiliser certaines opérations de base, tandis que les ingénieurs burkinabés travaillant avec leurs homologues vénézuéliens identifient plus clairement les angles critiques du réseau énergétique. Ce ne sont encore que des signaux faibles, mais ils présentent une cohérence interne qui tranche avec l'irrégularité des programmes antérieurs. Cette dynamique progressive illustre un delta encore modeste mais structurant. Les nouvelles alliances ne remplacent pas du jour au lendemain les anciens dispositifs, mais elles créent une couche supplémentaire de résilience capable d'être consolidée au fil du temps. Rien n'est garanti. Les infrastructures restent fragiles, les pressions extérieures demeurent, les ressources techniques sont limitées, mais l'écart entre la baseline et les premiers effets montre que le pays explore une trajectoire différente, moins dépendante d'une logique conditionnelle unique. En clair, l'enjeu n'est plus la rupture, mais la tenue dans la durée. L'analyse du choix burkinabé d'approfondir ses relations avec Cuba et le Venezuela oppose deux positions cohérentes, chacune portée par des arguments précis et enracinés dans l'expérience diplomatique du continent. La première approche défend l'idée que ce réalignement constitue une étape nécessaire dans la quête de souveraineté. Ses partisans rappellent que les partenariats occidentaux, bien qu'importants pendant des décennies, ont souvent été assortis de conditionnalités lourdes, limitant la marge de décision nationale et fragilisant la continuité de nombreux programmes essentiels. Dans cette perspective, les alliances alternatives offrent une opportunité rare de transférer des compétences plutôt que de reconduire un cycle de dépendance. Les capacités médicales cubaines et l'expertise énergétique vénézuélienne apparaissent alors comme des ressources techniques capables de répondre à des besoins structurels non résolus par les approches antérieures. La seconde position adopte une prudence plus marquée. Elle reconnaît la pertinence d'une diversification des partenariats, mais insiste sur les risques potentiels liés à la collaboration avec des États sous sanction. Les partisans de cette ligne rappellent que les pressions occidentales ne se limitent jamais au gouvernement visé. Elles se répercutent presque toujours sur les pays associés, par des restrictions financières ou diplomatiques. Ils soulignent également le risque d'un effet de substitution dans lequel une dépendance ancienne pourrait être remplacée par une nouvelle, façonnée cette fois-ci par des contraintes politiques différentes mais tout aussi restrictives. Ce camp met l'accent sur la fragilité des infrastructures burkinabées et sur la difficulté à absorber les chocs externes dans une économie déjà largement exposée. Confronter ces deux visions aux éléments observables permet toutefois d'esquisser une réponse plus nuancée. Les premiers effets des nouvelles alliances ne relèvent ni d'une rupture spectaculaire ni d'un alignement aveugle. Ils traduisent plutôt une tentative méthodique de stabiliser des secteurs clés par des appuis techniques ciblés. Les équipes médicales en formation et les groupes d'ingénieurs en phase d'évaluation indiquent une dynamique prudente mais cohérente. Rien ne garantit que cette orientation effacera les risques évoqués par les sceptiques, mais elle montre que le pays cherche à combiner plusieurs leviers pour réduire une partie de ses vulnérabilités. En somme, les deux positions demeurent légitimes, mais les données suggèrent un mouvement graduel plutôt qu'un pari idéologique. Un glissement difficilement réversible. Ce point d'inflexion apparaît lorsque les premiers retours techniques dépassent les attentes initiales et commencent à orienter le débat bien au-delà de la seule dimension diplomatique.
Les équipes engagées avec Cuba rapportent une continuité opérationnelle plus stable que celle obtenue dans les anciens programmes conditionnels. Cette stabilité, encore limitée mais tangible, bouleverse la manière dont plusieurs observateurs interprètent la portée du virage burkinabé. Elle suggère que les résultats les plus déterminants ne se manifestent pas toujours dans les grandes annonces politiques, mais dans la capacité à maintenir des opérations régulières malgré les contraintes extérieures. Parallèlement, les échanges avec les spécialistes vénézuéliens révèlent une cohérence étonnante entre leurs méthodes et les failles du réseau énergétique burkinabé. Cette convergence, discrète mais structurante, renforce l'idée qu'un modèle alternatif peut fonctionner même dans un environnement sous pression. La présidence, guidée par Ibrahim Traoré, considère ces signaux comme une validation partielle du pari engagé, sans pour autant surestimer leur portée immédiate. Ce midpoint marque ainsi un déplacement du centre de gravité. L'efficacité technique commence à peser autant que la lecture géopolitique classique. Les premières conséquences du réalignement burkinabé se répartissent désormais selon 4 cercles distincts, chacune révélant une facette différente de la trajectoire engagée. Pour l'État, la recomposition des alliances crée un espace de manœuvre inédit. Les coopérations avec Cuba offrent une capacité technique plus stable dans la santé publique, permettant à certaines unités de réduire leur dépendance aux programmes conditionnels antérieurs. Du côté de l'énergie, les échanges exploratoires avec le Venezuela ouvrent une marge de planification plus claire, même si les contraintes matérielles restent importantes. Cette évolution permet à l'appareil public de tester de nouveaux leviers tout en s'adaptant aux pressions externes persistantes. Pour les entreprises locales, la situation demeure plus ambivalente. Les acteurs économiques perçoivent un environnement où des sanctions potentielles de la part de partenaires occidentaux ne peuvent être exclues, ce qui freine les décisions d'investissement. Cependant, certains secteurs identifient des opportunités nouvelles liées à l'expertise importée de Cuba dans la santé ou aux solutions techniques vénézuéliennes dans la gestion énergétique. La possibilité d'un transfert de compétences, même limité, attire l'attention des acteurs cherchant à diversifier leurs sources d'appui. Cette prudence mêlée d'intérêts crée une phase d'attente active plutôt qu'une adhésion immédiate. Pour la population, les effets se manifestent de manière inégale. Dans le domaine de la santé, l'arrivée progressive de compétences cubaines nourrit un espoir de continuité dans les services, un point crucial dans un système longtemps affecté par les interruptions liées aux conditionnalités. Dans l'énergie, les bénéfices restent plus lents, car les projets en cours en sont encore à leurs premières étapes. Les habitants ressentent cependant la portée structurelle du défi. Stabiliser l'approvisionnement électrique signifie améliorer la vie quotidienne, de la scolarité aux activités professionnelles. Ces attentes, elles constituent un baromètre sensible pour réévaluer l'impact réel des nouvelles alliances. Au niveau régional et international, le repositionnement du Burkina Faso agit comme un signal stratégique. Plusieurs États africains observent cette démarche avec prudence, cherchant à déterminer si un partenariat hors des structures traditionnelles peut fonctionner sans entraîner un isolement excessif. Les puissances occidentales, de leur côté, suivent la situation avec une attention soutenue, conscientes que la réussite ou l'échec de cette expérience pourrait influencer les choix de d'autres pays. Les réactions potentielles, diplomatiques, économiques ou symboliques, dépendront en grande partie des résultats tangibles obtenus au cours des prochains mois. Cette dimension place le pays au centre d'un débat plus large sur les marges d'autonomie disponibles pour les États du continent. Au cœur de cette recomposition, Ibrahim Traoré doit arbitrer entre l'avancée des projets, la gestion des pressions internationales et l'attente interne d'améliorations concrètes. La réussite du virage dépendra moins des annonces
que de la capacité à transformer des initiatives limitées en effets mesurables. Chaque progression, même modeste, contribue à redessiner les paramètres du paysage géopolitique burkinabé. Dans cette phase de transition, l'impact réel se construit par couches successives plutôt que par ruptures spectaculaires. Les 12 prochains mois peuvent être envisagés à travers trois trajectoires distinctes qui traduisent les tensions mais aussi les potentialités créées par le réalignement burkinabé. Le scénario de base repose sur une consolidation progressive des projets déjà engagés avec Cuba et le Venezuela. Dans ce cadre, les équipes médicales cubaines continueraient d'appuyer la formation et la stabilisation des services essentiels, tandis que les spécialistes vénézuéliens avanceraient par étapes dans l'identification et la correction des zones les plus vulnérables du réseau électrique. Les résultats resteraient limités mais visibles, suffisants pour maintenir la cohérence de la stratégie sans provoquer une escalade diplomatique. Cette trajectoire suppose un environnement international tendu, mais encore gérable, où les pressions demeurent présentes sans se transformer en sanctions systématiques. Le scénario optimiste envisage une accélération de ces dynamiques. Les programmes sanitaires pourraient s'étendre à davantage de centres urbains et régionaux, améliorant la continuité des soins grâce à la montée en compétences des personnels formés. De leur côté, les avancées énergétiques, même partielles, renforceraient la crédibilité du pays auprès de partenaires africains observant déjà cette expérience comme un possible modèle. Une amélioration simultanée dans la santé et l'électricité renforcerait la position du Burkina Faso dans la région, en montrant qu'un partenariat alternatif peut produire des résultats concret, malgré les pressions extérieures. Cette configuration offrirait également un espace pour redéfinir certaines priorités internes, en particulier dans la planification des services publics. Le scénario défavorable, quant à lui, se produirait si les réactions occidentales se durcissaient. Des restrictions financières ou diplomatiques pourraient ralentir les projets en cours, provoquer des retards logistiques et accentuer la fragilité déjà présente dans les infrastructures nationales. Les tensions internes augmenteraient alors, alimentées par l'écart entre les attentes et les résultats tangibles. Dans cette hypothèse, les alliances alternatives seraient mises à l'épreuve par des contraintes matérielles accrues, et le pays devrait absorber des chocs supplémentaires tout en maintenant sa trajectoire stratégique. Aucun de ces risques ne relève de la spéculation. Il découle des divergences structurelles entre les modèles d'aide et les choix actuels du pays. Face à ces trois chemins, une recommandation mentale s'impose. Analyser chaque étape non pas en termes d'idéologie, mais de capacité institutionnelle à absorber les pressions tout en poursuivant les objectifs définis. Les répercussions du réalignement burkinabé concernent directement trois catégories de publics qui suivent ces évolutions avec des attentes distinctes. Pour ceux qui s'intéressent à la souveraineté africaine, la trajectoire du Burkina Faso représente un laboratoire inédit. Ils observent la manière dont un pays enclavé tente de contourner les conditionnalités extérieures en misant sur des partenariats capables de fournir des compétences plutôt que des financements volatiles. La cohérence de cette approche devient un indicateur essentiel. Si les premières collaborations se renforcent, elles pourraient ouvrir un espace de réflexion inédit sur l'autonomie décisionnelle des États de la région. Un deuxième groupe se compose d'analystes économiques et sociaux focalisés sur l'évolution des services essentiels. Leur intérêt porte sur la santé, l'énergie et les services publics, trois domaines où les lacunes structurelles ont longtemps pesé sur la stabilité nationale. Ils évaluent la progression par la continuité des soins, la réduction des interruptions électriques et l'amélioration de la planification institutionnelle. Dans leur perspective, les résultats tangibles comptent davantage que les annonces diplomatiques, car ils reflètent directement la capacité du pays à améliorer son cadre de vie.
Le troisième ensemble regroupe les observateurs des dynamiques internationales. Leur attention se dirige vers l'impact géopolitique potentiel d'un mouvement qui s'éloigne des structures d'aide traditionnelles. Ils examinent la façon dont les puissances occidentales réagissent, comment les États africains voisins interprètent cette initiative et jusqu'où un pays peut aller sans risquer une marginalisation excessive. Leur analyse dépasse le seul cas burkinabé. Elle questionne la marge de choix dont disposent les nations africaines dans un environnement diplomatique polarisé. À travers ces trois regards, une évidence se dégage. La transformation en cours ne se mesure pas uniquement par les effets immédiats, mais par la manière dont elle reconfigure les possibilités disponibles pour l'avenir. La mise en œuvre du virage burkinabé exige une méthode claire articulée autour de plusieurs étapes capables de transformer des intentions politiques en résultats concrets. La première consiste à structurer la coopération sanitaire avec Cuba. Les institutions nationales doivent identifier leurs besoins prioritaires, organiser des programmes de formation réguliers et coordonner les équipes locales avec les spécialistes cubains. L'efficacité de cette phase se mesurera par la continuité des services essentiels et la réduction des interruptions dans les centres de soins les plus vulnérables. Une deuxième étape porte sur l'énergie, secteur critique où les fragilités se manifestent depuis longtemps. Les ingénieurs burkinabés devront identifier les zones les plus exposées aux coupures récurrentes, puis travailler directement avec les spécialistes vénézuéliens pour adapter des solutions techniques compatibles avec les contraintes locales. Les progrès se vérifieront par une diminution progressive des interruptions et par une meilleure stabilité du réseau dans les régions sensibles. Une troisième étape touche à l'organisation interne. Les ministères impliqués devront synchroniser leur calendrier, éviter la dispersion des ressources et établir un tableau de bord trimestriel afin de mesurer les effets réels du changement. Cette coordination répond à une attente précise formulée par Ibrahim Traoré, qui souhaite disposer d'indicateurs fiables pour ajuster la stratégie sans en affaiblir la cohérence. Une quatrième étape concerne la communication publique. Les autorités devront présenter les objectifs de manière transparente sans surpromettre, afin de préserver la cohésion interne tout en atténuant l'impact des pressions extérieures. Cette prudence permettra de maintenir un soutien durable autour d'une trajectoire encore fragile. En définitive, la réussite dépendra d'une progression régulière plutôt que d'avancées spectaculaires. Lorsque l'on revient vers les équipes techniques évoquées plus tôt, celles qui ont observé les centres de formation cubains ou évalué les pistes énergétiques vénézuéliennes, une image s'impose. Celle de groupes modestes dont le travail silencieux porte une responsabilité disproportionnée. Leur présence au cœur du processus traduit la dimension humaine d'un changement souvent présenté comme un simple réalignement géopolitique. Chaque diagnostic, chaque ajustement méthodique et chaque échange avec les partenaires étrangers rappellent que les transformations durables naissent rarement des grandes déclarations, mais plutôt de la constance des acteurs de terrain. Dans cette scène élargie, le rôle d'Ibrahim Traoré gagne en profondeur. Sa stratégie ne se limite plus à une rupture symbolique avec les schémas antérieurs. Elle confie aux équipes nationales la mission de transformer une vision politique en résultats mesurables. Ce lien entre ambition et exécution redonne un sens concret à la souveraineté